Nous, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, en France, on peut dire que c'est la communauté des Arabes. Concernant les Asiatiques, c'est comment votre communautarisme entre vous? Il y a plus d'homogénéité que la génération de nos parents. Dans les singularités de chaque peuple, il y a une universalité. Je suis française, d'origine cambodgienne et vietnamienne. Et j'ai eu la chance de grandir, je dis la chance, de grandir en Seine-Saint-Denis, parce qu'en fait, c'était multiculturel. Ouais. Et donc, du coup, tout le monde se mélangeait, on s'en foutait, tu vois. Ouais, bordel, t'es marocain par l'arabe. Vous êtes unis par le français. Ah, il y a des gens qui aimeraient bien qu'on s'exprime dans notre langue d'origine. Voilà, j'ai appelé mon podcast Ben Mi. Mes parents ne m'ont jamais parlé du Cambodge. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mes interviews de podcast. Et comme tu l'as dit, tu vois, genre les Arabes, ils sont pas forcément unis, sauf pour une cause politique. Et je pense que c'est pareil pour les Asiatiques en Asie, tu vois. Même là, aujourd'hui, Ben Mi, ça n'a pas des millions de vues, hein, mais ça engage quand même une communauté qui se sent très concernée. Quand tu as un idéal, l'idéal te drive. Ça donne envie de nous aussi faire communauté pour des choses qui sont plus grandes que nous, en fait. Et parfois, tu vois, ce mot communauté ou communautarisme peut faire peur. Smithy Nabil, made in Morocco, nota bene. Alright. Hop. Assalamu alaikum et bienvenue dans un nouvel épisode de Nota Bene ou Bink. Je suis super excited pour cet épisode parce que déjà, non seulement c'est avec une personne que j'admire, mais c'est aussi avec une entité, confrère ou consoeur. C'est une personne qui est productrice de médias, qui travaille beaucoup sur le communautarisme. Elle est basée en France, mais elle est d'origine asiatique, a fait du marketing un petit peu partout en Asie. Et j'ai hâte d'en apprendre beaucoup plus sur son blueprint et ce qu'elle représente. Elle nous vient du média podcast Banmi, ladies and gentlemen, Linda Ngon. Merci pour cette présentation, David. Ah, trop cool. Je suis trop contente d'être avec toi. Merci. Et d'être sur ton podcast. Je suis hyper fière d'être là et que tu aies lancé tout ça. Je suis admirative. Ouais, c'est génial. Tu sais, on en parlait lors de ta visite au Maroc de cet été. C'est ça. Et ma première fois au Maroc, c'était en mai 2024. Ouais. Et pourtant, tu es une grande baroudeuse que tu es, mais première fois au Maroc en 2024. C'est vrai. Ouais. Et on brainstormait et moi, j'ai toujours été admiratif de ce que tu as fait, mais surtout des sujets auxquels tu t'attelles dans ton média parce que je me retrouve dedans. Communautarisme, le post-colonialisme à l'ère aussi de Internet et de la création de contenu. Et in fine, tout ça, c'est quoi? Est-ce qu'il y a nécessairement un blueprint pour être bien là où on est en fonction de sa dégaine ou de la langue qu'on parle, etc. Et c'est quelque chose auquel je fais face beaucoup au Maroc dans la création de contenu et de médias, parce qu'on a cette barrière déjà de la langue. Des fois, pour faire passer un message, une langue est meilleure que l'autre, mais tu te retrouves souvent à faire face à des commentaires du style la langue du colonisateur, du machin, alors que non, mais bordel, on s'exprime, on veut faire du bien pour notre pays, on est bien enraciné, mais rien n'empêche d'être un peu exposé à différentes langues, différentes cultures. Au contraire, c'est une richesse. Je comprends. Ben ouais, j'ai un peu la même réflexion que toi, parce que je me dis... effectivement, je suis asiatique, je suis française, d'origine cambodgienne et vietnamienne. Et le Cambodge et le Vietnam a été colonisé. Et donc voilà, il y a des traumas dus à cette histoire-là. Mais il y a aussi certaines richesses qui font que je suis là et je fais ce que je fais aujourd'hui à cause ou grâce à ça aussi, tu vois. J'ai été éduquée, j'ai été formée à l'école française, je parle français, je parle mieux français que le cambodgien ou que le vietnamien, mais c'est ok parce que je peux m'exprimer et faire en fait ce que je fais aujourd'hui. Je sais pas si dans une autre vie j'aurais fait ça, tu vois, s'il n'y avait pas eu toute cette histoire-là. Mais je prends ce que, dans mon mindset, j'essaie de prendre ce qui est le meilleur de tout ce qu'on a
emmagasinée, en fait, de par toute l'histoire qui nous a précédés. Et tu prends le meilleur de ça et tu transformes et tu fais quelque chose voilà, qui t'anime, qui te plaît. C'est comme ça que j'ai lancé Benmi Media. السلام عليكم. دابا هاد المويطه هادي غير باش راه ديما تنساو حنايا تنحبوا لي ميديا في سا افيك كور اوتو برودكسيون افيك نو بروبر مويان باش نوصلوا شي حاجه اللي تنحبوا ليا لا كرياسيون دو كونتوني مع دي جون مريقلين مغاربه ولا اللي داروا شي حوايج مريقلين في المغرب. دونك عافاك الا ما تابونيفو ديبيشيفو ابونيفو لايكي كومونتي باش تخلق شويه تاع الانتراكسيون اللعيبات. علاش؟ باسكو في تو سا افيك نو بروبر مويان لو في بور لامور تاع هاد لو ميديا بور لامور ديال المغرب اي بور لامور de pouvoir faire des choses dans des décors اللي يكونوا واعرين ونطلعوا البرودكسيون لواحد نيفو اخر هربان وتعاونوا مع الفريق. ابونيفو s'il vous plaît ديبيشيفو على العار. Ciao, peace. Mais tu sais, déjà, en parlant de communauté, bon, tu as des origines. Je pensais que tu étais vietnamienne, mais que tu avais vécu au Cambodge, mais je n'avais pas compris, en fait, que tu as même des origines cambodgiennes. C'est ça. En fait, moi, j'ai toujours pensé que j'étais que vietnamienne. Okay. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai réalisé, en fait, en parlant avec ma mère et avec ma famille, qu'en fait, on est aussi cambodgien parce que on est des Vietnamiens du Cambodge. Donc, en fait, ma mère, elle est née, elle a grandi au Cambodge. Et quand je lui ai demandé, mais attends, pourquoi tes parents, ils sont partis du Vietnam pour aller au Cambodge? Elle me dit, mais mes parents, ils ne sont pas partis du Vietnam pour aller au Cambodge, ils étaient déjà au Cambodge. Je fais, ah d'accord, ok. Donc en fait, à partir de quelle génération la famille a bougé du Vietnam au Cambodge? Elle était incapable de me le dire. Et en fait, au Cambodge, tu vois, genre, t'avais c'était, voilà, avec l'histoire, en fait, tu avais plein de migrations de différentes communautés, comme les communautés chinoises qui allaient au Cambodge pour faire du business, les communautés vietnamiennes, etc. Et donc, du coup, ça vivait, en fait, en melting pot, comme ça, au Cambodge. Chose que moi, je ne savais pas parce que dans ma famille, en fait, quand on allait visiter la famille, on allait au Vietnam, on n'allait pas au Cambodge. Mais parce qu'en fait, la guerre du Cambodge, la guerre civile qui a éclaté au Cambodge, a fait que les Vietnamiens ont dû partir du Cambodge et donc retourner dans leur pays dans lequel ils ne sont jamais allés, en fait. Et voilà, la guerre civile a éclaté aussi. Et puis, c'est comme ça qu'il y a une diaspora cambodgienne, mais chinoise cambodgienne ou vietnamienne cambodgienne, etc., qui se sont retrouvés un peu partout dans le monde, notamment en France, au Canada, aux États-Unis, etc. Mais c'est un peu, j'ai presque envie de dire triste, mais sans porter de jugement. Je n'ai pas été au Cambodge, mais ma sœur y a vécu. Oui. Mais je connais un petit peu l'Asie, j'ai un peu voyagé en Thaïlande, etc. Mais quand on voit des pays d'après-guerre ou d'après-conflit, il y a eu la guerre du Vietnam, et il y a eu le génocide au Cambodge. Mais ces deux pays, comme si on sent que le Vietnam a un peu mieux tiré son épingle du jeu, dans le sens où, juste au 21e siècle, ils ont vite rebondi, se sont inscrits peut-être un peu plus dans l'air du temps. Moi, je le vois juste par rapport au volet événementiel, les festivals qui se créent. J'ai des confrères au Vietnam, justement, et je vois le travail qu'ils font là-bas, considérable. Mais je vois aussi la vie de ma sœur au Cambodge, comment ce n'est cantonné qu'à Phnom Penh, mais qu'il y a encore une stigmatisation de l'après-génocide. Et pour effectuer un autre parallèle, on a le génocide du Rwanda, qui est encore plus récent. Mais le Rwanda, là, ils ont le vent en poupe et c'est un pays qui se développe énormément. Et Kigali est en train de prendre sa place comme une capitale africaine incontournable. Qu'est-ce qui s'est passé au Cambodge ? Moi, je suis pas historienne ou j'ai pas fait voilà, des recherches plus approfondies sur la guerre du Cambodge ou quoi. Mais moi, tout ce que je peux te dire, c'est que le Vietnam, par rapport au Cambodge, c'est que au Vietnam, c'est l'étranger qui est venu en fait au Vietnam pour coloniser. Ou voilà, tu as eu les Français qui sont venus pendant la colonisation de l'Indochine, mais qui ont perdu cette guerre, en fait. Et donc, du coup, ils sont retournés en France. Et tu as eu les Américains aussi pour combattre le communisme. Et pareil, ils ont perdu et ils sont retournés chez eux. Donc, le Vietnamien a toujours combattu l'étranger, il a toujours fait sortir dehors. C'est moi, comment je vois les choses. La guerre du Cambodge, c'est une guerre civile qui est en fait une guerre qui a été en fait d'un dictateur qui est arrivé et qui a en fait exterminé son propre peuple
pour des idéologies. Hmm. Et c'était enrôler une partie de la population pour tuer une autre partie de la population. Et en fait, ils ont fait le choix de tuer tous les intellectuels et toute l'élite, tout ce qui avait attrait à la culture, aux arts, à la recherche, à l'enseignement, à l'éducation, tout ça. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés avec un génocide de plus de 2 millions de personnes et avec une population qui voulait, avec un dictateur, en fait, qui voulait revenir à l'ère zéro, en fait, juste à l'agriculture. Hmm. Donc voilà, c'était très extrême. Et c'est pour ça, je pense que le Cambodge a du mal à s'en remettre, parce qu'en fait, il n'y a pas eu en fait des cerveaux, en fait, parce qu'en fait, ils avaient tous été tués, ou en fait, ils ont fui pour aller dans d'autres pays, pour en fait remonter le pays. Et en fait, les pays à l'extérieur ont mis un peu une mainmise sur le Cambodge et s'en sont servis. Et voilà, et la corruption a gonflé, etc. Et donc, bon, voilà, je ne connais pas trop l'histoire du génocide rwandais, comment le Rwanda s'est remis sur pied, etc. Mais pour le Cambodge, c'est ce qui s'est passé. Mais je sens que là, en tout cas en 2024, je te parle, qu'il y a une volonté aussi de vouloir retransformer le Cambodge pour un développement économique, pour que ce soit plus dynamique, pour attirer les étrangers, pour attirer les investisseurs et pour faire revenir aussi cette diaspora cambodgienne dans le pays de leurs racines et notamment contribuer peut-être à éduquer ou à apporter leur pierre à l'édifice pour donner cette relance en fait à ce pays qui a tant souffert. Parce que même juste dans l'imaginaire global, moi c'est juste la culture des grands titres, mais quand on entend Phnom Penh ou on entend Angkor Wat, etc., tu te dis waouh, c'est le Cambodge peut-être déchu, mais tu sens qu'il y a eu une gloire. Parce que l'une des 7 merveilles du monde, elle est là-bas, etc. Donc voilà, moi je voulais juste parler de ça parce que bon, si je devais comparer avec le Vietnam, tout ce que je sais de juste dans peut-être, je sais pas moi, Ho Chi Minh ou Saigon, etc. Mais c'est pas aussi puissant que peut-être le Cambodge dans l'imaginaire, mon imaginaire. Oui. En fait, l'Empire Khmer était très étendu. Ça comprenait le Vietnam, une partie de la Chine, une partie de la Thaïlande, etc. Enfin, puis c'était un empire khmer qui rayonnait dans toute l'Asie. Et avant même le génocide, on parlait du Cambodge comme la perle du sud-est asiatique. Moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas parce que mes parents ne m'ont jamais parlé du Cambodge. C'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mes interviews de podcast. Donc en fait, si tu veux, Banh Mi que j'ai lancé, c'était en même temps pour trouver des réponses sur moi, qu'est-ce que je suis en tant que Française, Asiatique, qu'est-ce que les Asiatiques peuvent apporter culturellement, de manière identitaire aussi, où est-ce qu'on se trouve. Tu sais, quand j'habitais en Asie, j'habitais 8 ans là-bas, quand on me demandait d'où je venais, souvent on me prenait pour une locale, tu vois, genre quand j'étais en Thaïlande, on me parlait thaï et tout, et puis je disais mais non, mais je parle pas thaï parce que je suis française. Et j'étais quoi? T'es française? Mais ça se voit pas que t'es française. Comment ça? Non, non, non. Et en fait, c'est marrant parce que tout le monde connaît la France. Tu sais, le rayonnement culturel de la France est tellement grand, le rayonnement économique aussi, politique, géopolitique. Mais peu de gens savent qu'il existe en fait des diasporas et une diversité des diasporas asiatiques en France. Et c'est le constat que j'ai fait et que je me suis dit, mais attends, c'est marrant parce que en France, on parle de la Tour Eiffel, de l'architecture, du cinéma français, mais on ne voit jamais dans l'espace médiatique, en fait, les gens qui composent la France, qui sont des Arabes, des Noirs, des Polonais, des Portugais, des Asiatiques, des Chinois, des Vietnamiens, des Thaïlandais, des Cambodgiens. Eux aussi font partie de l'histoire de la France. Mais pourquoi on ne les voit pas ? Et c'est un peu comme ça que je me suis dit, mais attends, j'ai envie de parler d'Asie, d'identité et de culture asiatique, parce que moi, en grandissant, je ne voyais pas tout ça. Je n'avais pas ces contenus-là pour m'informer. Tout ce que je pouvais voir, tu vois, c'était
voilà, le Japon, voilà, comment dire, ils font du manga. La Chine, c'est un gros pays qui économiquement s'empare des autres pays autour de lui et de l'Occident, etc. Mais moi, quand j'ai vécu en Asie, j'ai eu la chance et l'opportunité de voyager dans plein de pays. Je suis allée à Taïwan, au Japon, au Népal, en Inde, en Indonésie, et il y a énormément de subtilités et de nuances de différentes cuisines, de manières différentes de faire du business. Et il y a aussi beaucoup d'inspiration et de créativité à trouver et à puiser dans ces pays-là. Mais en France, on n'en parle pas. Pourquoi, tu vois ? Alors que moi, j'ai observé ça, j'ai témoigné de tout ça et j'avais envie de me dire, bah en fait, j'ai envie de parler de ça, tu vois. Genre que hier, peut-être c'était l'Occident qui inspirait l'Asie, mais aujourd'hui, on peut très largement s'inspirer de l'Asie parce qu'il y a énormément de choses qui font et qui sont voilà, très créatifs, etc. Et c'est de là qu'en fait, en faisant le podcast, que je suis allée à la rencontre de personnes qui m'ont permis de trouver ces réponses sur c'est quoi l'Asie, c'est quoi ces différentes identités. Et aussi, quelque part, là, je m'en suis rendu compte sur ma dernière saison, la saison 3, où j'ai interviewé pas mal en fait, de créateurs, de créatifs liés au Cambodge. Et je pense que inconsciemment, c'est quelque chose que j'avais envie parce que c'est quelque chose dont on m'a jamais parlé, de cette identité cambodgienne, de l'histoire de mes parents, de qu'est-ce qu'ils ont vécu, de comment était le Cambodge avant le génocide. Jamais on m'en a parlé, tu vois. Et je crois que oui, c'est ça, c'est que tu vois, genre, que c'est quelque chose que j'ai attiré, en fait, d'avoir ces invités-là particulièrement pour, en fait, trouver des réponses à ça, reconnecter, en fait, dans le pays dans lequel mes parents, ils ont grandi et connaître, en fait, ce Cambodge qui est aussi autre que juste le Cambodge du génocide. Tu vois, genre moi, j'ai toujours entendu le Cambodge, c'est un pays pauvre, c'est dangereux, etc. Et quand j'ai parlé à mes invités, notamment Sok Visal, qui est un des fondateurs du hip-hop cambodgien là-bas, il a monté son label de hip-hop et il me parlait, ouais, mais le Cambodge, c'était considéré comme la perle du sud-est asiatique, que Singapour, que les autorités de Singapour étaient venues à Phnom Penh, au Cambodge, et qu'ils avaient vu les avenues, tout ça. Ils avaient dit, mais c'est les Champs-Élysées de l'Asie. Et qu'ils avaient envie de s'inspirer de tout ça. Moi, je ne savais pas tout ça, tu vois. Et je trouve que, tu vois, il y a des choses à en tirer de ce qui est du passé et à faire revivre parce que c'est quelque chose qui s'est éteint. Et notamment avec la guerre. Et il y a une ancienne danseuse étoile du ballet cambodgien, du ballet royal khmer, qui a dit cette phrase quand la culture s'éteint, la nation se dissout. Et je pense que culturellement, le Cambodge était très riche et qu'en fait, il faut juste rallumer cette flamme de se dire qu'ils avaient tout ça avant et qu'ils ont encore ces choses-là, mais il faut juste la raviver, redonner espoir et la faire vivre, la nourrir pour justement peut-être, tu vois, faire levier culturellement, économiquement et de nouveau faire rayonner le pays comme ça. Donc voilà, c'est le sentiment que j'ai eu après cette saison 3, où j'ai interviewé cette ancienne danseuse étoile, ce pionnier du hip-hop cambodgien. J'ai interviewé aussi Davy Chou, qui est un réalisateur qui est reconnu pour ses films maintenant à l'international, qui parle du Cambodge et qui aussi devient producteur de réalisateurs de la nouvelle génération en fait au Cambodge. Et ça donne espoir, tu vois, de se dire que il contribue à faire à réaliser le rêve de personnes en fait qui n'avaient plus rien en fait et qui demain peuvent se dire je peux faire des films, je peux avoir mon film qui fait le festival de Venise ou peu importe, tu vois. Et je crois que quelque part j'ai envie de contribuer à ça aussi. C'est cool. Je pense que c'est aussi dans l'air du temps parce que là on a eu la reconnaissance de
d'acteurs asiatiques déjà dans les Oscars, dans les Palmes d'Or, etc. C'est ça. On le voit, ça, c'est un peu le moment, mais aussi la chose que je voulais attaquer avec toi, avant de rentrer plus profondément peut-être dans Banh Mi en tant que podcast, d'un point de vue communautaire, les Asiatiques entre eux, parce qu'il y a beaucoup de, enfin, moi, en tant qu'arabe, beaucoup d'élites faciès, et j'ai grandi aux États-Unis, donc déjà dès que tu commences à devenir un petit peu trop marron pour pas paraître bronzé, on te catégorise automatiquement. Est-ce que tous les Asiates entre eux, c'est la communauté asiatique? Par exemple, nous, les Tunisiens, les Marocains, les Algériens, en France, on peut dire que c'est la communauté des Arabes. On a, même au niveau géopolitique, on a les 5 continents et on a la zone MENA, Middle East, North Africa, qui est la seule zone délimitée, non pas par des frontières, mais qui unit les gens selon leur race. C'est la race des Arabes qui constitue la zone géopolitique de Middle East, North Africa. C'est assez dingue. Et concernant les Asiatiques, c'est comment votre communautarisme entre vous? On va dire que là, sur la nouvelle génération, donc en fait, la première génération d'enfants d'immigrés, comme on a été tous à l'école française, où tout le monde était un peu égaux, etc., j'ai l'impression que on est plus... Il y a plus d'homogénéité que la génération de nos parents. Ou la génération de nos parents, en fait, c'était la langue aussi qui pouvait causer problème, en fait, de pouvoir se mélanger, mais aussi les convictions, la religion, enfin, bon, il y a plein de choses. Mais je crois qu'en France, on est plutôt bien lotis dans le sens où, moi, dans mes amis, je peux avoir des Cambodgiens, des Coréens, des Vietnamiens, enfin, peu importe, tu vois, mais c'est selon le milieu où j'ai grandi. Moi, j'ai eu la chance de grandir, je dis la chance, de grandir en Seine-Saint-Denis, parce qu'en fait, c'était multiculturel. Ouais. Et donc, du coup, tout le monde se mélangeait, on s'en foutait, tu vois. Et voilà, moi, j'ai pu voyager aux États-Unis l'année dernière, à Los Angeles. Et là, en fait, tu as des quartiers qui sont spécifiques aux Vietnamiens, aux Cambodgiens, aux Coréens, aux Chinois, etc. Et je peux te dire que là-bas, ça ne se mélange pas, en fait. Quand tu vas dans le Chinatown de Paris, qui est dans le 13e arrondissement, il y a de tout. Tu vas pas avoir que des Chinois, tu vas avoir aussi des Cambodgiens, des Vietnamiens, enfin tout ce que je t'ai dit, tu vois. Donc je veux dire que c'est quand même assez mélangé, et je pense c'est moins... si tu as employé le terme communautariste, c'est moins communautariste qu'aux États-Unis, par exemple, où là, tu vois, genre, c'est très quadrillé selon les quartiers. Et ça, je trouve que c'est une chance quand même qu'on a en France. Moi, quand j'ai rencontré les Américains des diasporas asiatiques là-bas, ce qui les fascinait, en fait, dans Banh Mi, c'était que tout le monde était bienvenu, en fait. C'était que, en fait, Banh Mi n'est pas regardé que par des Vietnamiens. Banh Mi est regardé, en fait, par des Chinois, des Cambodgiens, etc. Et la plus grande fierté que j'ai à porter Banh Mi, c'est qu'il y a, tu vois, genre, je reçois des messages en DM de personnes qui vont me dire « Ah, mais tu sais, Linda, moi, je suis espagnole et portugaise, je ne suis pas du tout asiatique, mais les sujets dont vous parlez et la manière dont vous en parlez fait que ça s'ouvre à tout le monde. Et que les questions identitaires, en fait, elles sont très universelles, peu importe d'où on vient. » Et donc, du coup, ils s'abonnent à Banh Mi parce qu'ils vont trouver des moyens de reconnecter avec leur propre pays, leurs propres origines et avec leurs parents pour raconter cette histoire, pour poser des questions, tu vois. Et ça, c'est la fierté que j'en tire, en fait, de mon programme, c'est que ce n'est pas un podcast d'asiatique pour les asiatiques, c'est un podcast qui, certes, parle d'Asie, d'identité, de culture asiatique, mais qui est ouvert à tout le monde. Et même dans mon collectif, il y a des gens qui ne sont pas du tout asiatiques, tu vois. Et c'est OK. Mais parce que moi, je me dis que tant qu'il y a du respect sur les sujets, et tant qu'il y a de la bienveillance, et tant que ça reste ouvert et tolérant, et ben, tout le monde est bienvenu. Et c'est ce que je remarque aussi quand on fait des événements de Banh Mi. On voit que t'as pas que des Asiates, en fait. Hein. T'as des Blancs, t'as des Noirs, t'as des Arabes, t'as de tout. Et ça, c'est hyper cool, tu vois. Et je pense qu'au final, c'est un peu la deuxième lecture
de mon programme, c'est que la première lecture, c'est l'Asie et les identités asiatiques, tout ça. La deuxième lecture, c'est j'ai envie d'avoir une plateforme où tout le monde peut se réunir et peut s'inspirer des uns et des autres. Que tu vois, que le contenu que tu viens d'écouter, ça sème une graine dans toi et que ça te permet de te nourrir et de te dire « Ah, mais vas-y, mais moi aussi, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. » Et ça me permet de parler à cette personne-là. Tu vois, genre, un jour, j'ai invité des entrepreneurs qui ont fait leur premier café vietnamien à Paris. Et le fait de les avoir interviewés, j'ai reçu un DM de quelqu'un qui me disait « Putain, mais Linda, c'est génial et tout, parce que moi, j'ai envie de me lancer, j'osais pas me lancer. » Et de les entendre parler de tout ça, ça m'a renvoyé à ma propre histoire. Et du coup, ça m'a vachement boostée et inspirée. Et j'ai même envoyé un message à Nam, que tu as interviewé, pour lui demander des conseils. Et qui m'a répondu. Et donc, du coup, ça crée ce lien, tu vois, et des synergies. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup voir, c'est d'être en fait génératrice d'une safe place où tout le monde peut se parler entre eux et s'inspirer entre eux. Mais en parlant justement de safe space, parce que bon, tu as ton vécu, tu as ton expérience dans le marketing, que tu as bossé avec des grandes marques, etc., un peu partout dans les grandes capitales asiatiques, etc. Après, quand tu es revenu en France, tu te retrouvais peut-être dans cette quête de réponse, mais aussi dans la construction d'un média qui unit en fait et qui sert, qui est un réel moteur. Et est-ce que des fois, tu te retrouves face à des commentaires du style, parce que ça, moi, ça m'arrive tout le temps, moi, j'ai pris l'habitude. Ouais, bordel, t'es marocain, parle arabe. Est-ce que vous êtes unis par le français? Ouais. Mais est-ce qu'il y a peut-être ce petit joug ou un truc qui vous pèse dessus en mode il y a des gens qui aimeraient bien qu'on s'exprime dans notre langue d'origine? Ou bien le français, il est accepté, assimilé, c'est tranquille? Le français est accepté et assimilé parce qu'en fait, on est en France et qu'on parle français, et que mon média, il est né en France, tu vois. Toi, je pense que c'est différent parce que tu es au Maroc et que la langue, en fait, principale, c'est plutôt l'arabe. Et donc, du coup, tu as ce truc-là qui se joue, mais la France, ouais, c'est le français. Mais, ouais, je pense que l'histoire est différente, tu vois, de ces pays. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais demain, tu me demandes de faire le podcast en vietnamien, je serais incapable de le faire. Hein. Tu vois, donc le système français a fait aussi que ça a plus ou moins effacé, tu vois, ces langues d'origine. Mais voilà, je l'accepte. Et puis, demain, tu vois, genre si tu as envie de renourrir ce truc-là de tes langues, de tes origines, tu le peux. Tu peux le faire. Personne ne t'interdit, tu vois. On est quand même dans un pays assez libre pour faire ce que tu veux, tu vois. Il n'y a pas ce truc genre la langue du colonisateur ou... Non. Non. C'est une belle langue, c'est une langue riche. Bah, c'est la langue incroyable. qu'on emploie tous les jours là-bas, tu vois. Donc, c'est la langue qu'on nous apprend à l'école. C'est la langue qui nous permet de trouver du travail et tout ça sur place, tu vois. Donc, en fait, et justement, je pense que là-bas, t'as plus ce truc-là à mettre plus en avant le français que les autres langues. Donc, du coup, mais bon. Ouais, bah, c'est un truc qui pèse un peu dans le sens où je pense qu'il y a différentes langues pour s'adresser à différentes choses, mais aussi il reste que l'anglais, ça permet de toucher un maximum de personnes. C'est la langue aussi du marketing, c'est la langue, on va dire, entre guillemets, qui peut se rapprocher de l'universalité. En anglais, c'est passe-partout, partout. Et après, ben voilà, quand on a la possibilité de parler différentes langues, ben, il y a chaque... Je suis d'accord avec toi pour l'anglais. Et puis, c'est aussi, tu sais, comment dire, le fait d'appuyer sur la francophonie, tout ça, ça nous a aussi desservi pour l'anglais. Un des pays d'Europe les plus nuls en anglais, c'est la France quand même, tu vois. Enfin, je pense, quand tu vas en Allemagne... aux Pays-Bas, tout ça, enfin, tu vois, genre même au Maroc, en fait, tu vois, genre les gens, ils parlent anglais maintenant, la nouvelle génération veut plus parler anglais que français. Donc oui, c'est quelque chose, en fait, finalement, en France, qui nous dessert, d'avoir toujours voulu appuyer sur le français, alors que quand on se trouve maintenant à l'étranger, on peut manquer des outils, tu vois. Mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu aussi cette opportunité et cette chance de pouvoir travailler en Asie et de pratiquer l'anglais parce que c'était une langue internationale et commune, en fait.
qui m'a permis de pouvoir échanger avec des gens, de pouvoir m'intéresser à d'autres trucs, etc. Tu vois. Mais tu as bossé avec plein de grandes marques, tu as fait du marketing dans ta vie précédente. Oui. Mais qu'est-ce qui t'a... C'est comme un peu comme dans les films à l'américaine. Ouais, je vais tout plaquer pour nanana. C'est quoi ton histoire de tout plaquer exactement? C'était à Hong Kong, Singapour, Bangkok, je pense aussi. Ouais, je pense que déjà, dans ma nature, je suis quelqu'un qui aime bien l'aventure, tu vois. Mais que faisais-tu exactement? Ton métier, c'était quoi? Alors, j'ai fait un diplôme de International Business. J'avais commencé à vouloir faire un parcours en mode audit, expert comptable, tout ça. J'ai fait 2 mois et je me suis dit, mais no way, en fait, je comprends rien. Je peux pas faire ça. Moi, je pense qu'un truc un peu plus généraliste et qui va vers l'international, ça me correspondrait plus. Donc, voilà, sans trop savoir ce que j'allais faire. Mais je savais que j'avais cette envie de, tu vois, partir, être avec à l'international et tout ça. Donc voilà, et puis en fait, après mon diplôme, déjà pendant mon diplôme, j'ai fait un semestre d'échange en Corée du Sud. Et mon mémoire, ça traitait du management interculturel entre la Corée et la France, tu vois. Donc il y avait déjà ce truc de comprendre en fait comment se mariaient et comment cohabiter plusieurs cultures en même temps. Tu vois, et je travaillais pour une grande boîte coréenne basée en France. Et tu vois, ça traitait aussi de ces questions-là. Donc ça, c'est quelque chose qui m'attirait déjà dès que j'étais à l'école. Et en fait, une fois que j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie d'aller chercher du travail en France, j'ai envie d'aller à l'étranger. Et c'est pour ça que je te parle de mon côté aventurier, c'est que je m'en foutais de ne pas avoir de boulot, en fait, avant de partir. Je me suis dit, je vais prendre un visa, un Working Holiday Pass, et je vais aller à Singapour parce que, voilà, c'est au milieu de l'Asie du Sud-Est, parce que là-bas, ça parle anglais, et parce qu'en fait, ils délivrent ce visa. J'y suis allée, je connaissais rien de Singapour. Avant de prononcer le mot Singapour, je crois que je ne savais même pas où c'était dans une carte, tu vois. Wow. Mais je savais que c'était dans la liste des agreements, tu vois, pour le Working Holiday Pass. Et j'en ai parlé à un ami à moi qui, à l'époque, cherchait du travail en France. Et en fait, il y avait la crise financière, tout ça, machin. Et donc, du coup, ils se disaient, bon, bah, je ne vais pas trouver en France, vaut mieux aller à l'étranger. Et on s'est motivés à 2 comme ça pour aller habiter à Singapour. Donc, je suis arrivée là-bas, je n'avais pas de job. Et puis là, juste, je me présente, je fais mon CV et puis on verra, quoi. Et en fait, ma zone de confort, mon filet de sécurité, c'était de me dire, si je trouve rien, je retourne en France et puis basta, tu vois. Et puis, je trouverai du boulot là-bas. Et en fait, ça n'est jamais arrivé et j'ai passé 8 ans de ma vie en Asie. Donc, j'ai travaillé à Singapour, à Hong Kong et à Bangkok. Et sur mon dernier job, donc, comme tu l'as dit, j'étais responsable marketing. Et en fait, je travaillais pour une boîte qui produisait des liqueurs et des sirops. Et ça avait la particularité d'être une boîte familiale. Et c'était un peu la première fois qu'ils mettaient une responsable marketing en Asie. C'était une création de poste, en fait, si tu veux. Donc, en création de poste, comme il n'y a rien d'existant encore, j'ai pu m'amuser, en fait. J'ai pu faire ce que je voulais, j'ai pu impulser de nouvelles choses, créer des événements, créer du merch, diriger des compétitions de cocktails dans différents pays d'Asie, de diriger, tu vois, une compétition de cocktails régionale en faisant venir les gagnants des différents pays d'Asie, de faire des trucs hyper cool, tu vois. C'était vraiment un playground pour moi, pour me dire, on peut faire ci, on peut faire ça, nanana, tu vois. Wow. Et ils m'ont fait confiance dans ce que je proposais et je suis devenue vers la fin de ma mission avec eux un peu une référente sur le marketing en France veut faire ça. Qu'est-ce que tu en penses, Linda? Tu vois, alors que moi j'étais basée en Asie. Et même, tu vois, genre les autres pays du monde, les autres distributeurs me disaient « Ah, mais attends, mais c'est toi qui fais le marketing en Asie pour la marque, mais c'est trop bien, on veut la même chose, etc. » Donc, je voyais qu'il y avait un espèce d'engouement par rapport à ce que j'avais créé. Donc, j'étais à l'époque, en fait, déjà créatrice de contenu, alors que le mot n'existait pas encore, tu vois. Et
Et c'est ça, et je suis hyper grateful, tu vois, qui m'ait laissé cette chance-là de pouvoir m'exprimer créativement sur ce que je voulais faire, avec aussi des éléments que je trouvais aussi sur place, tu vois, une photographe, une vidéaste, une illustratrice qui va faire ceci, qui va faire cela, et puis voilà, et puis je composais en fait mes créations, un peu comme une agence si tu veux. Et qu'est-ce qui a fait que je suis partie alors que je m'amusais énormément dans ce job-là, tu vois, genre je voyageais, je créais des concepts, on me faisait confiance. Et puis j'allais partout dans le monde, tu vois. En tout cas en Asie, je pouvais aller aux Philippines, au Japon, au Vietnam, en Indonésie, à Singapour, en Chine, à Taïwan. C'était génial. Ouais. Et puis, je travaillais dans le milieu du beverage, donc de la boisson et tout ça. Donc en fait, mon travail, il était au bureau, mais il était aussi dans les bars, dans les restaurants, dans les hôtels. Donc, j'avais un peu le dream job, tu vois, de la nana de fin de vingtaine, tu vois, genre qui peut faire ce qu'elle veut, tu vois. Mais je pense que intrinsèquement, tu vois, ce qui m'anime énormément, c'est de pouvoir toujours être en apprentissage de quelque chose. Et après 4 ans avoir travaillé avec eux, au bout de la 4e année, tu vois, genre quand on était en train de se dire, bon, voilà, on va faire ça cette année, je me suis dit, mais en fait, on fait les mêmes choses que moi, j'ai déjà implémentées. Donc, en fait, je suis en train de répliquer des choses et ça m'anime plus, en fait. J'ai envie de voir autre chose. Et je pense que le milieu de la nuit, tu vois, ça m'avait aussi fatiguée. Et c'est ce que je me suis dit à un moment donné. Je me suis dit, la vie est courte, le monde est grand, et j'ai envie de découvrir d'autres choses dans le monde. Et on était arrivé aussi à un moment donné, à cette époque-là, j'habitais à Bangkok, en Thaïlande, où on arrivait à des gros pics de pollution dans cette région-là. Et on avait commencé en 2019 à mettre le masque, en fait, tu sais, pour se protéger de la pollution. Et je me rappelle que je m'étais dit un jour à moi-même, mais c'est pas possible pour moi d'habiter dans un pays où je dois mettre un masque pour sortir dehors. Ouais. Et ça fait un déclic, tu vois, où je pense qu'il y a eu plusieurs choses qui ont combiné. C'est cet environnement pollué, le fait d'avoir fait le tour de ma mission et de mon job. Et c'est aussi peut-être tu vois, j'étais dans des très grosses villes asiatiques, Singapour, Hong Kong, Bangkok. Je crois que j'avais quelque part envie de retrouver un peu de calme, un peu de nature, moins des villes consuméristes, moins des villes de productivité, moins des villes matérialistes, où j'avais envie de me calmer un petit peu sur ça, tu vois. Et c'est là que, durant cette année-là, donc c'était en 2019, j'ai commencé à faire des voyages toute seule. Enfin, j'avais déjà commencé à l'époque à faire des voyages toute seule, mais là, ça a été des voyages un peu déterminants dans qu'est-ce qui donne un sens à ma vie. Je suis partie au Sri Lanka pendant 10 jours. J'ai coupé mon téléphone en mode avion. Et là, tu vois, genre, je me suis retrouvée en mode waouh. Mais je me suis retrouvée en mode en pleine nature. Le propriétaire des lieux où j'habitais, c'était quelqu'un qui était philosophe, humaniste. C'est un peu comme un yogi aussi. Et on a beaucoup discuté. Et puis, j'ai rencontré un monk qui passait par là aussi, un monk vietnamien au Sri Lanka. Genre, what the fuck, tu vois, wow. Avec qui aussi on a vachement connecté. Et puis, et voilà, et se dire, qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans ta vie et qui ait du sens, en fait. Et là, je me dis, je travaille pour quelqu'un, pour une entreprise qui fait du beverage et tout ça, je m'amuse et tout ça, mais est-ce que ça fait vraiment du sens pour moi ? Et c'est là que, tu vois, genre que j'ai commencé à semer cette graine-là de... Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ? Et je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Et donc, il y a eu ça. Et puis, il y a eu aussi... J'ai fait un stage de 3 semaines en Inde, à Rishikesh, pour... ça s'appelle Yoga Training Teacher. Et je n'avais pas du tout envie de devenir une professeure de yoga. Mais je me suis retrouvée dans cette formation. En fait, je voulais faire juste quelques cours de yoga là-bas et voyager un peu en Inde. Et en fait, je me suis retrouvée dans ce truc et tout le monde faisait cette formation qui durait 3 semaines, pile poil le moment où, en fait, était mon séjour.
Et je me suis dit, bon, allez, fuck it, je le fais, tu vois, juste pour ma connaissance, juste pour apprendre des choses. Et donc, du coup, tu avais cours de 6h du matin jusqu'à 6h du soir, où tu avais philosophie du yoga, technique du yoga, méditation, respiration, tu vois, anatomie, plein de choses. Et ça m'a vachement... ça m'a amené vers quelque chose d'autre que je ne connaissais pas. Et c'est ça, en fait, je pense, qui m'intéresse. C'est de découvrir... parce que je suis quelqu'un de très curieuse en fait. Même si je ne vais pas avoir l'expertise de quelque chose, j'aime bien découvrir des concepts et des choses nouvelles. Et ça aussi, je pense que ça nourrit mon côté de Linda, qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est le message que tu vas laisser derrière toi, tu vois? Et en nourrissant ce truc-là, petit à petit, tu vois, je me suis dit, mais dans mes voyages, ce qui m'a beaucoup... construit dans la personne que je suis aujourd'hui et qui continue à se construire, c'est les conversations que j'ai eues avec les gens. Et j'ai eu plein de conversations très intéressantes et qui m'ont donné envie tu vois, à chaque conversation, je me suis dit, mais c'est trop dommage que j'ai pas enregistré cette conversation parce que ça me permettrait de la réécouter, tu vois, genre à des moments où je doute de moi, etc. Ou ça me permettrait aussi de les partager à mes amis pour qu'ils sachent, tu vois, pour partager avec eux un moment de, tu vois, genre lumineux ou inspirant que j'ai vécu et que j'arriverai pas à retranscrire comme, tu vois, comme je l'ai reçu, mais au moins que cet enregistrement, tu vois, fasse état brut de ce que j'ai pu recevoir. Ou peut-être même... on regrette les conversations que l'on n'a jamais eues. Comme Aussi. par exemple, moi je regrette de ne pas avoir juste posé mon Zoom et avoir eu certaines conversations avec mon grand-père avant qu'il décède. Je pense que c'est le truc que j'ai le plus, mais vraiment regretté, tu vois. Si je me suis dit, merde, bordel. Et alors que des gens de la famille me le disaient, ils me disaient, mais des fois, pose-toi avec Boissidi, fais le truc. Et après, tu dis ta, et ça, c'est jamais fait. Mais c'est vrai parce que il y a peut-être ça, il y a aussi, tu es jeune maman, il y a les conversations que tu entends enfant, dont tu te souviens, tu ne sais pas pourquoi, mais qu'au fur et à mesure des différentes étapes de ta vie, la profondeur ou les couches d'interprétation évoluent. Tout à fait. Et ça, c'est surpuissant. Donc, le podcasting, en fait, c'est... En fait, bon, Banmi, c'est... Déjà, le Banmi, c'est comme si moi, je faisais un podcast qui s'appelle Couscous. C'est un sandwich vietnamien. C'est Viet à la base. Ouais, c'est ça. En fait, la baguette a été amenée durant la colonisation française et les Vietnamiens ont mis leurs ingrédients, en fait, voilà, qu'ils trouvaient sur place. Et c'est comme ça que... Mais banh mi, en vrai, ça veut dire baguette, tu vois, genre c'est du pain. Ok. Et après, là, ça a été un peu vulgarisé comme un sandwich, voilà, avec un sandwich vietnamien comme le jambon beurre en France, t'as le banh mi au Vietnam, quoi, tu vois. Et c'est le mélange, en fait, pour moi. Pourquoi je l'ai appelé comme ça? Parce que déjà, c'est un de mes sandwichs préférés sur Terre. Wow. Genre, j'ai été nourrie à ça. Tous les voyages, tout ça, c'était tout le temps banh mi, tu vois. J'ai aussi fait découvrir le banh mi à plein d'amis à moi qui ne connaissaient pas. Je les amenais dans le 13e à Paris. Je leur faisais des coups. Ils étaient genre, waouh, mais c'est quoi ce sandwich de fou? Et c'est aussi le mélange des cultures, en fait. C'est ce que je suis. Je suis en même temps française, je suis en même temps asiatique, machin. Et un jour, quand j'habitais à Hong Kong, il y a un ami qui est indien hongkongais qui me dit, mais Linda, toi, t'es un banh mi, en fait. Je vais t'appeler banh mi parce que t'es française et t'es vietnamienne. Et donc, tu vois, tout ça fait que... Voilà, j'ai appelé mon podcast Banh Mi. Et je trouve que la nourriture, ça réunit énormément de gens autour de la table, même quand on ne parle pas la langue, etc. Moi, je me suis retrouvée à plein de tables en business trip. Je ne parlais pas du tout mandarin ou taïwanais ou je ne sais pas quoi. Mais les plats nous réunissaient et on partageait un super bon moment, tu vois. Donc j'aime bien le mot... Enfin, voilà, Banh Mi, ce n'est pas anodin, quoi. C'est génial. Ou c'est comme aussi un peu rire des clichés ou enlever la communauté
black aux États-Unis. Ils se sont appropriés le terme là, entre nous, que blanc, entre Renoir, etc. Là-bas, what's up, my nigga? Mais c'est pour déstigmatiser du mot que il est employé par les blancs avec le R à la fin. Et là, c'est un mot que, moi, je l'écoute, ça déclenche un truc, en fait, en toi. Tu vois? Mais ça reste très spécifique aux États-Unis. Et d'ailleurs, la plus grosse connerie au monde, je pense, c'est qu'après, ils ont fait le morceau, là, un clip à Paris. Niggas in Paris. Fuck, dude. Pourquoi tu as exporté ce truc? Il faut pas, non. Ça y est, c'est un truc de là-bas, tu le laisses là-bas. Yo, why you gotta come to Paris and say some nigga shit? Bro, no, c'est de là-bas. Mais moi, quand j'ai quitté de là-bas, pour moi, ce mot, ça y est. Mais maintenant, quand je vois l'appropriation que ça en est fait, c'est un peu là too much. Ouais. Tu vois? Et donc voilà, ouais. J'aurais pu appeler mon podcast de Couscous Podcast, la vérité. Ou bien de Couscous Clan. Ça peut être cool. Mais au-delà de ça, donc tu archives un média, tu es jeune maman. Et d'ailleurs, le papa, c'est plus qu'un frère pour moi. C'est Sébastien qui est aussi mon mentor, en fait, dans l'image. Et ça, je le dirai jamais assez. J'aime bien le dire là devant les caméras quand c'est médiatisé. Je lui dis, je lui dois beaucoup en production médias et les choses que j'ai apprises, mais la confiance aussi qu'il m'a donnée. Il y a la communauté d'IV+, qui réunit tous les prestataires des métiers du cinéma d'origine asiatique. Pas que. Pas que. Ouais, c'est diversité et inclusion derrière et devant la caméra pour l'audiovisuel et le cinéma. Mais ouais, c'est, on va dire, les minorités de manière générale, ouais. Et les personnes avec des handicaps aussi, C'est etc. ça. Et donc, pourquoi je fais tout ça? En fait, c'est comme si ta vie, c'est un puzzle, et ça commence là à s'imbriquer avec une idéologie globale et noble de rendre le monde meilleur, ou peut-être ça fait du bien. En fait, tout ce que vous faites là, il a du sens et il fait en fait du bien. Et ça commence à s'empiler. Et je voulais revenir maintenant que tu as une petite fille. Est-ce que quand tu crées du contenu, tu te dis, quand elle sera suffisamment âgée pour consulter le contenu, est-ce que tu te dis, qu'est-ce que je vais laisser à ma fille peut-être à écouter dans ce podcast ou pas? Je t'avoue que moi, je me dirais que j'espère que les choses, elles vont évoluer encore plus pour que quand ma fille va découvrir les podcasts, qu'elle n'ait plus à se poser des questions identitaires qu'on se pose. Tu vois, genre que d'avoir des Asiatiques à la télé, ce soit normal pour elle. Mais pour elle, maintenant, parce que Sébastien, il est chinois, d'origine Teochew, et français. D'ailleurs, tonton Kong a appelé son fils Sébastien, parce qu'il est né en France. Toi, tu es cambodgienne, vietnamienne. Oui. Française. Ella est française. Et dans ce cas-là, on rajoute une autre case à ses origines ou bien elle est asiatique française? Comment le vois-tu pour elle? En fait, c'est tout le bagage d'histoire qu'on a chacun d'entre nous avec tous nos ancêtres, en fait. Tu vois, genre, donc elle est française et aussi vietnamienne, cambodgienne, chinoise Teochew, voilà. Parce que tu sais, moi, c'est un peu... Je sais pas comment trop le formuler, mais nous, les Arabes, déjà, donc nous, les Arabes, on le dit, mais on ne l'est pas, en fait. Il n'y a pas de nous dans les Arabes. On n'est pas un peuple uni, alors que je trouve qu'on a plus d'atouts que la communauté asiatique, de par le fait justement de la zone géographique, mais aussi, voilà, on a une zone MENA, Middle East, North Africa. On est unis par une religion pour la grande, vaste majorité. Donc, mais il n'y a pas de nous les Arabes. Concrètement, dans le monde d'aujourd'hui, dans ce 21e siècle, on n'est pas unis les Arabes. On est unis que quand il y a une cause qui nous réunit, tu vois, ou quand il s'agit de, voilà, nous sommes des musulmans, des Arabes, donc bien entendu, la cause palestinienne. Mais dans des enjeux plus grands, je pense qu'on n'a pas ce truc. Mais je te dirais que, tu sais, les Asiatiques en Asie, ils ne sont pas forcément unis non plus, hein. C'est chacun dans son pays, etc. Enfin, pour moi... là, en fait,
On va dire que les Asiatiques, peut-être en France, tu parlais de cinéma, peut-être que les Asiatiques, les cinéastes asiatiques se réunissent pour une cause qui est de plus de représentativité, plus d'auteurs, plus d'acteurs, d'actrices, etc., de scénaristes, tout ça, qui soient représentés dans le monde du cinéma français. Et donc, du coup, ils s'unissent pour une cause, une mission commune. Et comme tu l'as dit, tu vois, genre les Arabes, ils sont pas forcément unis, sauf pour une cause politique ou de... Voilà. Et je pense que c'est pareil pour les Asiatiques en Asie, tu vois. Ils vont s'unir pour quelque chose de commun à eux contre quelque chose de plus grand, tu vois. Mais le travail que vous faites là pour Banmi et Divé+, etc., je sais que vous avez pu lever des fonds, par exemple, pour ériger un monument qui va être érigé en région parisienne pour commémorer les défunts du génocide au Cambodge. Les Asiatiques se sont unis pour des choses que vous arrivez à avoir des impacts locaux au travers de cette union. Oui. Est-ce qu'on a un équivalent des Arabes de France ou est-ce que tous les Arabes vont se réunir pour avoir des impacts ou bien pour militer pour des droits dans certains secteurs, pour l'inclusivité? Quelles sont déjà les choses dont tu es le plus fier d'un point de vue moral que vous avez pu créer en communauté? Alors, je pense que... donc là, ce dont tu parlais, là, du monument pour les réfugiés du Cambodge et les défunts de la guerre, c'est une association qui s'appelle Fragment. Et donc là, c'est vraiment spécifique aux réfugiés cambodgiens, etc. Mais effectivement, autour de cette cause, il n'y a pas que des Cambodgiens. Il y a aussi des gens qui ne sont pas du tout cambodgiens, mais qui sont portés par la cause parce que ça leur rappelle leur histoire. Et comme le maire de Logne, là où ils vont ériger ce monument, l'a dit, c'est que ça peut faire écho aussi à l'histoire des Juifs, en fait. En Allemagne, qui ont été persécutés, où il y a eu un génocide, etc. Et donc, du coup, dans les singularités de chaque peuple, il y a une universalité. Et c'est pour ça qu'on veut aider, parce qu'on veut qu'il ne se passe plus des choses comme ça, tu vois. Et faire hommage aux gens qui ont disparu pour ce combat. En ce qui concerne la communauté asiatique, les communautés asiatiques, moi, ce que je peux te dire, c'est que avec le lancement de Banmi, donc du coup, tu vois, je te disais comme quoi j'avais besoin de faire du sens à ma vie, et c'est pour ça que j'ai démissionné de mon job pour en fait commencer à faire du podcast. Et je voulais savoir qu'est-ce qui m'anime en fait là maintenant, un sujet qui ferait parler les gens. Et moi, c'est ce que j'ai vécu en Asie, comme je te disais en introduction, c'est que on savait pas que j'étais française, tu vois, j'en me voyais juste comme une asiatique, etc. Et donc du coup, j'avais envie de faire parler des asiatiques autour de moi, donc du coup de France, et des gens qui sont liés à l'Asie, pour donner plus de visibilité à ces cultures-là. Et en fait, d'avoir réuni ces gens-là qui sont passés dans mon podcast, ça a créé du lien entre les gens, quelque part, tu vois. Ouais. Par exemple, je me rappelle d'une émission que j'ai faite qui était une table ronde des cinéastes asiatiques. Et dans la salle, il y avait à peu près 80-90 personnes. Et dans ces 80-90 personnes, il y a eu au moins plus de 30 personnes qui sont dans le milieu du cinéma. Scénaristes, acteurs, actrices, réalisateurs, producteurs, productrices, cascadeurs et tout ça. Et j'en ai fait parler 17 pendant 1h30 à mon micro. Et il y a quelque chose qu'un acteur a dit. M'a dit, là, ce qu'on vit là, ça ne s'est jamais fait avant. C'est hyper fort, c'est hyper puissant, parce qu'on peut se dire qu'on peut être allié, on n'est pas concurrent, même si on fait le même métier, pour en fait la même mission et les mêmes questions, les mêmes problématiques de représentativité dans le cinéma français. Et tu vois, si moi, je peux être génératrice de moments comme ça, où ça devient un safe place pour les gens, pour s'exprimer, mais pas que, pour créer du lien entre eux. Et tu vois, là, il y a une association qui est née, il y a quelques semaines, de cinéastes asiatiques. Ça s'appelle Cinémasio. Et c'est de rencontres qui se sont faites
via des événements bannis, via cette table ronde, etc., tu vois. Qui, tu vois, genre, a créé une graine et qui a fait émerger de nouvelles idées, de nouvelles choses, de nouveaux projets. Et si on peut être contributeur, moi contributrice, en fait, quand je dis contributeur, c'est le collectif Banmi, parce que je ne suis pas toute seule derrière tout ça, tu vois, il y a aussi toute une équipe qui m'aide et qui contribue à ce média et à ce safe place. Si on peut être générateur de nouvelles choses et qui, par conséquent, déconstruit certaines choses, et ben c'est génial, tu vois. Yes. Tu auras contribué à ta petite échelle à transformer les mentalités parce qu'il y aura d'autres choses qui se seront créées grâce à ce moment-là, tu vois. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'est un truc qui se perd avec les créateurs de contenu contemporains. Parce que, bon, on a accompagné un peu Internet. Moi, j'ai accompagné Internet depuis ses débuts. Ça fait 10 ans quand même que je crée du contenu. Même si je ne gagne pas ma vie avec, mais je crée du contenu. Et je pense avoir une certaine maîtrise. On a souvent l'impression, surtout là, avec les TikTok, les millions de vues et tout, que l'impact, c'est avec l'audience. Mais même dans le marketing, le storytelling et les placements de produits et tout, on va négliger les grandes audiences, on va aller vers les sphères de micro-influence où la niche, elle est bien déterminée et que les gens pensent qu'il faut acter globalement. Non, il faut penser global, mais agir local. Et que dans une sphère de micro-influence de quelques milliers de personnes ou même quelques centaines, tu peux avoir catalysé ou fédéré une rencontre, fait jaillir une étincelle qui va aller allumer ce feu qui va jaillir bien plus loin. Tout à fait. Et par rapport à ça, moi, je pense qu'il faut avoir des idéaux d'abord. Quand tu as un idéal, l'idéal te drive. Il ne faut pas aller chercher en fait les millions de vues. Il faut aller chercher peut-être là où les bonnes vues, en fait, et que ça peut créer un effet tac-tac. Tout à fait. Il y a plein d'histoires comme ça où tu te dis « Wow, punaise, comment ce truc-là, en mode rien à foutre, quoi. » Tu l'as balancé tac-tac-tac et tu vois qu'il a eu un ripple effect. Il y a eu un effet domino, en fait, bien plus loin. Après, bon, c'est... Ça prend plus de temps que, tu vois, genre quelque chose de très court et qui va être viral, etc., etc. Mais c'est quelque chose que tu construis au fur et à mesure, etc. Tu vois, genre, même là, aujourd'hui, Banmi, ça n'a pas des millions de vues, hein, mais ça engage quand même une communauté qui se sent très concernée et qui veulent, au final, tu vois, genre ce public-là, et bah, tu as aussi tes potentiels clients, tes potentiels futurs collaborateurs, tes potentiels futurs sponsors, parce qu'en fait, ils croient en ton message et la manière dont tu le délivres. Ouais. Donc en fait, ça fait comme si tu constituais ta famille et c'est quelque chose comme une communauté de confiance, en fait. Ouais. Est-ce que tu avais un podcast qui t'a inspiré pour créer ton podcast? Tu avais un petit benchmark ou tu l'as fait? Alors, j'ai pas du tout fait de benchmark. Je pense que moi, j'y suis un peu allée en mode vas-y, je le fais parce que ça me donne envie de le faire. Je me suis pas dit je vais faire un podcast, faut absolument qu'il soit comme ci ou comme ça. C'est justement à l'écoute de ce que j'ai vu que je me suis dit mais moi aussi j'aimerais bien parler de certaines choses, tu vois. Et je pense qu'il y avait un podcast voilà, qui est un peu numéro 1 aujourd'hui en France, mais qui à l'époque était encore nouveau, tu vois, dans ce format-là. C'est un podcast qui s'appelle Métamorphose et ça parle beaucoup de développement personnel, des choses comme ça. Mais j'aimais en fait la douceur et la bienveillance de son host, de la host qui s'appelle Anne Guéquière. Et peu importe les personnes qu'elle interviewait, je ne les connaissais pas, mais j'aimais bien comment elle amenait le sujet sur la table. Et même elle, je ne la connaissais pas en fait, tu vois. C'est juste le sujet, tu vois, genre comment c'est amené, comment c'est relancé, l'élégance qu'elle avait, la finesse, la douceur, etc. Il y a eu aussi les interviews à l'époque de Mouloud Achour, qui fait Click. Et je trouvais que la manière dont il interviewait les gens était hors des codes des journalistes. Voilà, qui était ça relevait un peu de l'intime, un peu comme s'il était avec son pote, etc. Et je trouvais ça intéressant. Et pareil, tu vois, genre toutes les célébrités qu'il interviewait,
parfois, moi, je les connaissais pas, mais j'aimais bien comment ils traitaient les choses, en fait. Ouais. Donc, on va dire qu'il y a ça. Et puis après, comme modèle d'inspiration, de parcours, je dirais qu'il y a Oprah Winfrey. Et bravo pour le setup qui rappelle Oprah Winfrey. Grave. Mais parce qu'en fait, son parcours est génialissime. C'est une des premières journalistes noires à être à l'écran, qui a eu après sa propre émission, qui a engagé toute une communauté de Noirs américains, de Noires américaines qui se retrouvaient dans ses propos et qui voilà. Et puis en même temps, Oprah Winfrey, elle est sur les thèmes de développement personnel, de mieux se sentir, de mieux être aligné avec soi-même. Elle a interviewé et en même temps des gens qui ont la perpétuité, qui ont fait des choses horribles dans leur vie comme des célébrités, et elle a la même humanité envers cette personne-là ou cette personne-là, tu vois. Et ça, je trouvais ça très intéressant, tu vois, il n'y a pas de jugement. Elle est dans un truc de safe place, en fait, qui est très inspirant, je trouve. Et elle est aussi comédienne, réalisatrice, productrice, etc. Enfin, elle fait toutes les choses dont elle a envie pour à la fin délivrer le même message, en fait. Mais elle est issue aussi d'une communauté stigmatisée qui sont Tout à fait. les Noirs d'Amérique. C'est ça. C'est horrible, hein, c'est dur. Et les gens, ils oublient ça. Mais aux États-Unis, il n'y a même pas, il y a 60-70 piges. La femme, elle a voté très récemment. Et le lynchage des Américains, la première femme à s'être assise à l'avant du bus, Rosa Parks, c'est il y a 50-60 piges. Hein. C'est hyper récent au final. C'est avant-hier, yo. Et regarde comment ça a... Ouais. Mais c'est aussi le pays des médias, c'est le pays de Hollywood, c'est aussi le pays, certes, de la propagande, mais même dans ça, tu peux l'utiliser pour tes propres intérêts, pour les intérêts de ta communauté, etc. Et il y a la force de la communauté, tu vois, qui se rassemble tous ensemble. Et peu importe, tu vois, parce que dans les individualités, il y aura toujours des différences entre chacun. On ne va pas avoir toujours le même, tu vois, la même façon de penser, etc. Mais la cause est beaucoup plus grande pour en fait se réunir ensemble et faire des choses ensemble. Et ça, je trouve que c'est très impactant et qui est très inspirant pour nous les Asiatiques, en fait, tu vois. Genre, la semaine dernière, j'ai été invitée par Netflix et par Divé+, donc l'association dans laquelle je suis aussi membre active, pour une projection en avant-première de 6888, qui est sortie sur Netflix aujourd'hui. Et c'est l'histoire de ces femmes, en fait, noires américaines qui ont été, dont l'histoire n'a pas été vraiment connue de la guerre et tout ça, comment les Américains ils ont aidé les Français, et en fait il y avait un segment, tu vois, de cette armée où il y avait des femmes noires américaines qui étaient dû à la ségrégation, elles sont que entre elles, et elles ont aidé à délivrer plus de des millions de lettres de militaires à leurs familles, des familles aux militaires, etc. Et ça a été produit par Tyler Perry, producteur exécutif par Kerry Washington, qui est aussi actrice dedans, et Nicole Haven, qui est ex-ambassadrice, en fait, US aux Bahamas. Et tu as ce truc-là on fait communauté ensemble pour, tu vois, délivrer un message. Et ils ont insisté à faire cette projection en France. Tu vois, c'est Nicole Havant qui a vraiment insisté. C'est la fille de Clarence Havant, déjà. Voilà. C'est le Godfather, c'est le copilote de Quincy Jones. Et en fait, elle a voulu faire ça pour les communautés noires de France. Mais tu vois, genre, j'ai trouvé ça hyper fort parce que ça donne envie de nous aussi faire communauté pour des choses qui sont plus grandes que nous, en fait. Et c'est en ça que les États-Unis, quand même, c'est assez fort, c'est qu'il y a ce truc-là de la force de la communauté qu'en France, parfois, il n'y a pas. C'est un peu plus individualiste, et parfois, tu vois, ce mot communauté ou communautariste peut faire peur. Et est vu de manière négative en France, alors que ça peut être une très, très grande force et richesse pour percer le plafond de verre. Bien sûr. Alors que les États-Unis,
c'est l'origine du ghetto et du communautarisme. C'est là où ça a commencé à exister. Et le ghetto s'est exporté. Et petit à petit, peut-être que les États-Unis se déstigmatisent, mais nous continuons à porter ce fardeau. Mais je pense aussi qu'on se dit que le chantier est tellement laborieux et civilisationnel que est-ce à notre génération de le faire ou celle d'après, ou bien rien à foutre, on laisse couler, chacun crée son petit microcosme et il vit dedans. Mais j'aime bien, moi, sortir ces exemples-là des États-Unis, etc., pour dire que regardez qu'est-ce qu'ils ont quand même fait en 40 piges, en 50 piges, regardez ce qu'ils ont fait en 200 ans. Le père de son grand-père était dans des États-Unis où ils arrivaient à peine sur les bateaux, etc. C'est un pays qui a été créé en 1776, la déclaration d'indépendance des États-Unis. Ça fait 250 ans. Ça fait 4 générations. Alors, pouf, américain. Mais yo, il faut commencer. Et tout est possible en fait. Tout est possible. Surtout avec les médias. C'est ça. Ouais. Donc c'est cool, c'est inspirant. Génial. Bon, au boulot alors et faites des podcasts. Moi, les podcasts, ça m'a tellement servi à apprendre plein de choses. J'ai eu la chance de grandir dans un foyer plurilingue. Et grâce à l'anglais, surtout, j'ai beaucoup consulté de podcasts. Grâce au français, j'ai beaucoup bouquiné. Grâce à l'arabe, j'ai beaucoup rigolé parce que la darija marocaine. Mais c'est vrai, mais non, mais le rire, je ne le dis pas pour dénigrer. Oui. C'est une langue tellement riche. Les larmes de rire en arabe et le bien-être que ça fait avec la famille de parler en arabe, en darija et tout. Waouh, c'est un super équilibre, quoi. C'est vrai que j'ai la même chose aussi avec le vietnamien. Tu vois, genre parfois avec des amis, on fait des petites, tu vois, des petites blagues en vietnamien et tout que tu peux pas faire en fait. T'as pas l'équivalent en français ou en anglais. Ouais. Mais tu nourris ce lien-là avec tes racines, avec ta langue d'origine. Et le podcast, c'est un outil. Le podcast, c'est pas du entertainment. Oui, il y a des podcasts de commérage ou des podcasts d'histoire ou des podcasts où tu sens que des fois que tu prends un raccourci. Le podcast, c'était beaucoup. Pendant que je fais ça, je vais mettre un podcast dans mes oreilles ou pendant que je vais faire du vélo ou pendant que j'ai ce trajet. Ouais, génial, 3 heures de route, je peux écouter tout cet épisode avec un tel. Mais j'ai beaucoup appris grâce à ça en n'ayant pas trouvé des choses dans ma langue natale, mais bon, en darija français. Je trouvais ça que chez les Américains. Et à force de tac-tac, maintenant, je suis juste en train de régurgiter un tout petit peu ce que j'aurais aimé peut-être trouver moi à une certaine époque. Tout à fait. Et voilà, et une fois de plus, c'est pas parce que j'ai fait des vidéos sur YouTube, etc., il y a 10 ans, que je considère cette aventure comme une aventure médiatique. Moi, je considère comme c'est un devoir et c'est une pierre pour l'édifice de l'humanité, en fait, et l'éducation des gens, la prise de conscience, le réseautage. C'est un outil archi puissant et pas en millions d'écoutes ou en millions de vues. Non, c'est un outil archi puissant tout court. C'est beaucoup de rencontres humaines, de construction de soi-même aussi. Tu vois, genre sans ces rencontres-là, peut-être que tu serais pas ce que tu es aujourd'hui, Nabil Skili. Ah ouais, c'est un truc de fou. Bah oui. Ah ouais. Ouais, j'ai un sacré réseau aussi, mais c'est aussi, il faut que ça reste authentique. C'est des questionnements authentiques. On se connaît, on parle, on se voit en vrai, on a déjeuné ensemble hier avec la famille, etc. Mais après, voilà, c'est des questions, il faut que ça reste authentique. Ouais, tant que ça vient du cœur et tant que ça vient, tu vois, de tes tripes, etc. En fait, c'est ça que tu recherches pour toi-même aussi, tu vois. Et c'est ça que les gens recherchent aussi, quelque part. Tu vois, il y en a qui cherchent de l'entertainment, des choses comme ça, mais tu as envie de sincérité, tu as envie que les gens parlent avec leur cœur. Et ces situations de vulnérabilité, c'est pas des choses que tu mets forcément sur la table, mais c'est des choses qui font du bien. Et tu vois, genre, il y a pas très longtemps, j'ai une auditrice qui m'a envoyé un message et qui m'a dit, tu vois, une de tes dernières émissions, je l'ai enregistrée au Vietnam, je l'ai regardée avec ma mère. Ouais. Et juste pour ce moment-là, tu vois, je suis hyper fière d'avoir fait Banh Mi parce que si ça peut créer du lien avec tes parents et de partager quelque chose avec eux, ouais,
Let's go for it, tu vois. Et voilà, pour moi, c'est beaucoup de sincérité, de faire les choses avec authenticité et de le faire parce que vraiment, ça te fait vibrer. Et ça, c'est un mentor qui me l'a dit aussi et qui m'a aussi lancé dans mes premiers podcasts vidéo. C'est lui qui a été mon premier mécène, mon premier sponsor. Il m'a dit, Linda, il faut que tu passes de l'audio à la vidéo. Et il m'a dit, quoi que tu fasses, il faut que tu fasses parce que ça te fasse plaisir, que ça te fait plaisir à toi d'abord. Ouais. Que tu éprouves de l'émotion et que tu te sens animé et vibrer par ce que tu fais. Pas parce que tu veux avoir ce résultat-là chez les autres. Parce que toi d'abord, ça te porte. Et je pense que je garderai toujours ça en moi, tu vois. C'est trop bien. Ah bon, sur ces belles paroles, merci beaucoup pour tes lumières. Merci à toi pour ta lumière. Ouais, non, ça c'est les lumières de podcasting. On a un super éclairage. Ta lumière à toi. C'est merveilleux. Bon, en tout cas, voilà, ce fut un merveilleux épisode, échange, conversation de Nota Bene Ubink. Ubink, ça veut Nota Bene. Ubink en arabe, c'est une note entre toi et moi. D'accord. Comme on a fait l'épisode entièrement en français, il faut que je traduise. Donc, ce fut un autre épisode de Notes entre toi et moi. Je suis Nabil Hamdaoui, a.k.a. Skilly. Et je vous donne rendez-vous pour un autre épisode la semaine prochaine. Oh, bien entendu, merde, j'oublie toujours. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et laissez des commentaires parce que nanana. Thank you. Peace. Merci. Ah, c'était génial. Ouais. T'as kiffé? Ouais, Trop bien. cool. La podcasteuse podcastée. Ouais. Mais le setup est génial.